Vincent est ingénieur travaux publics et ton premier job, tu es chez Eiffage pendant 2 ans. Donc comment tu as vécu cette première expérience professionnelle chez Eiffage? Bonjour à toutes et à tous, cher Alain, merci. Et j'ai commencé chez Eiffage parce que mon père, avant de rejoindre le groupe familial dont on va parler, m'a dit « va faire tes conneries ailleurs », en clair. Donc je suis tombé chez Eiffage, je suis allé chez Gerland, qui est une filiale d'Eiffage, qui n'existe plus maintenant, qui était la filiale routière d'Eiffage, et j'ai fait mes armes pendant un peu plus de 2 ans chez Gerland avant de rejoindre le groupe. Alors le groupe, donc il a été fondé en 1995, c'est ça? 1895, c'est ça? Et donc c'était Eugène au début. Tout à fait. Donc c'est Eugène Martin, mon arrière-grand-père, qui l'a fondé en 1895, avec des chevaux et puis des petites remorques dans lesquelles il fabriquait de l'asphalte, qu'on avait sur beaucoup de trottoirs d'ailleurs, même à Paris, puisqu'on est même venu faire de l'asphalte dans les rues de Paris. Et on faisait aussi de l'asphaltage, et c'est par ces activités-là qu'il a démarré. Et ensuite, mon grand-père Roger Martin, avec qui le nom est resté, est arrivé en 1920. Alors aujourd'hui, donc le TI, elle tutoie les 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, Vincent. Oui. Tu as différents métiers, hein, ça s'est élargi au fil des années. Oui, alors c'est principalement BTP, évidemment, avec travaux publics majoritaires, bâtiments. Et on s'est diversifié dans l'énergie depuis quelques années maintenant, puisque nous sommes des acteurs dans l'énergie. On pourra en parler sur les projets à venir énergétiques, et notamment dans le panneau photovoltaïque, la borne de recharge IRVE, et également l'hydrogène et le bois. Alors, dans tes métiers, là, tout ce qui est justement hausse de l'énergie, hausse des matières premières, c'est pas bien ton business, c'est mauvais ça. Il faut augmenter tous les prix, là, c'est catastrophique. Justement, il faut augmenter les prix, et c'est là qu'on est fort quand on arrive à répercuter ce qu'on subit aujourd'hui. Donc on a quand même connu sur les 400 millions d'euros de chiffre. C'est vrai que la crise énergétique, pour moi, a pesé plus de 6 millions net sur la trésor, donc c'était quand même considérable. Mais on en a quand même répercuté une partie. Il y a quand même 3 millions, la moitié qui reste à charge, et qu'il faut supporter. Il faut avoir les reins solides pour le faire. Et évidemment, dans une activité de BTP, on transporte aussi beaucoup, on utilise beaucoup de carburant, et il est évident que pour nous, c'était plus de 35% d'augmentation en à peine un an, donc c'était considérable. Et il faut vraiment avoir les reins solides et être courageux et être entrepreneur pour continuer. Et tu travailles en direction des particuliers ou que des entreprises? C'est quoi ton spectre? Marché, on a 2 activités, marché public et marché privé. Chez Roger Martin, aujourd'hui, on est à 60% marché public et 40% marché privé. La profession est plus près des 70%. Donc on essaye et mon objectif, c'est d'atteindre les 50-50, parce que c'est vrai qu'il faut essayer de partager le risque. Mais pendant la période Covid que nous avons subie aussi, il est clair que de travailler à 60% pour les collectivités locales, c'était quand même aussi bien, parce que tout le privé s'est arrêté d'un coup, et ça nous a quand même soulagés. Alors le bois, on a du bois partout ici. On en a parlé la semaine dernière, parce que vous savez, on a maintenant 3 soirées par mois à Paris. On avait Guillaume Patrinel, l'ancien patron d'Unibail, qui était notre invité, qui a dirigé une boîte qui s'appelle Woodéum. Le bois, c'est la panacée ou pas? Est-ce que c'est bien? Parce que tout le monde se dit qu'il faut tout faire en bois. Alors tout faire, non, il y a le bois en tant que combustible et il y a le bois en tant que matériau de construction. C'est 2 choses différentes. Donc moi je suis plutôt sur le bois en tant que combustible, puisque j'ai repris une société en Haute-Loire, en Auvergne, qui va fabriquer des plaquettes de bois que je vais évidemment expédier dans les chaufferies métropolitaines pour alimenter les réseaux de chaleur. Et je vais aussi me servir de ce bois pour essayer d'alimenter une cogénération que je suis en train de monter, pour pouvoir ensuite produire de l'hydrogène avec électrolyse de l'eau, et aller sur un marché vraiment de l'hydrogène, puisque je souhaite dans les 5 ans qui viennent être producteur d'hydrogène et distributeur également, grâce au bois. Tout à l'heure, on parlait beaucoup de digital. Est-ce que le digital, ça concerne aussi ton métier? Ça a révolutionné, parce que tu as 1750 collaborateurs. Il faut bien être sur le chantier physiquement, digital ou pas digital. Vincent. Oui, alors on a un peu de retard dans le BTP, mais néanmoins, les outils que nous mettons en œuvre aujourd'hui, ce sont les tablettes, notamment les tablettes de chantier, puisque nous allons équiper l'ensemble de nos chefs de chantier, nos compagnons, de tablettes où on aura la donnée à l'instant T dans quelques mois, puisque nous avons un gros logiciel que nous développons chez nous en interne. Et ça, c'est quelque chose qui se développe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour avoir la remontée de données rapidement et efficacement, il faut de la digitalisation. Et c'est vrai que le BTP a été un peu
un peu en retard, ce qui est normal, mais on a déjà de la digitalisation dans les machines, puisqu'aujourd'hui, les machines ont beaucoup évolué, et surtout, nous avons des machines qui sont vraiment dans la haute technologie. Je dirais même qu'aujourd'hui, on arrive à même des fois mettre pas simplement des CAP ou des BEP conducteurs d'engins, des Bac+2 sur des machines pour pouvoir analyser certaines situations sur certaines machines aussi. Alors, la parité, c'est impossible dans ton métier? Ah non, non, c'est fort possible. On augmente même, on va dire, c'est pour ça que même chez Roger Martin, on était à 3, on est passé à 6. Donc on a vraiment 3%, 6%. On a fait toutes les performances possibles et inimaginables. Mais non, ça se développe et on a de plus en plus même de métiers de chauffeuses de camions qui nous rejoignent. On en a de plus en plus. Et aussi, évidemment, en encadrement, ingénieur, on a beaucoup de femmes maintenant. Et je crois qu'il n'y a plus de sujet sur les femmes et garçons, tout le monde y va, quoi. Il faut simplement avoir envie de travailler. 1750 collaborateurs, justement, en parlant d'envie de travailler. Est-ce que tu arrives facilement à trouver des collaborateurs qui soient sympas, rigolos, fidèles, compétents et pas trop chers? Alors ça, j'arrive à trouver des gens sympas, rigolos, mais surtout qui bossent et qui soient compétents. Mais en tout cas, on a de grosses difficultés dans le recrutement, puisque sur les 1750 collaborateurs, j'ai quand même 150 postes ouverts depuis plus de 8 mois. Ça vous intéresse, hein? Oui. C'est vrai qu'on n'arrive pas à combler, ça c'est triste, mais néanmoins, on arrive, ça s'améliore un petit peu sur l'encadrement et sur les cadres depuis quelques mois, mais nous avons quand même de grosses difficultés. Et moi, ce que je dis souvent, on a des conventions avec Pôle emploi régulièrement, mais ce que je dis souvent, c'est déjà avoir des collaborateurs et avoir des personnes qui ont envie de travailler. Après, nous avons des cursus pour leur apprendre leur métier, et je crois que c'est ce que je développe aussi dans le cadre de mes activités un peu extra-professionnelles avec la Fédération des travaux publics, où on essaye de mettre en place des formations propres à nous pour être maître de notre destin, et surtout, venez chez nous, vous avez envie de vous lever le matin, de travailler, vous aurez un travail pendant très très longtemps. Et avec un patron formidable. Alors, tu fais aussi un peu de promotion immobilière, mais tout ce qui est promotion, les terrains, là, avec tous ces maires qui verdissent dans les villes, tous ces écolos, c'est impossible d'avoir un permis. Les ZAN, les ZFE, c'est compliqué. T'es filmé là, mais vas-y, exprime-toi. Pas de problème. Est-ce que c'est plus compliqué? Oui. Alors, c'est plus compliqué. Même dans nos activités en tant que constructeur, hein, ça devient compliqué, puisque lorsqu'on voit en région parisienne, Île-de-France, en région lyonnaise ou d'autres métropoles, avec nos poids lourds aujourd'hui, nous ne pourrons plus rentrer dans les métropoles, avec la fameuse CRIT 1, et dans les zones faible émission. Donc je crois que c'est un vrai sujet, et tout le monde reporte l'échéance aujourd'hui. Sur les permis, ça prend du retard, mais aujourd'hui, beaucoup d'élus reviennent un peu en arrière sur les différentes décisions qu'il faut prendre sur on va dire, l'adaptabilité des projets et surtout l'adaptation des projets sur le terrain, oui. Puisque nous avons aujourd'hui de grosses difficultés on va dire, quand on parle de zones d'artificialisation nette des sols, où en fait on fera plus de parking, on fera que de la construction verticale, et même le souterrain sera déconseillé aussi parce qu'on va terrasser en sous-sol. Donc on ne pourra plus faire grand-chose, et toutes les villes ne permettent pas aussi d'arriver avec des transports en commun, comme c'est le cas de grandes régions comme l'Île-de-France ou Auvergne-Rhône-Alpes. Donc je crois qu'il faut aussi adapter ça au territoire, et quand on est dans la ruralité, quand on applique les mêmes règles dans des grandes métropoles ou dans le rural, je crois qu'il faut vraiment être... faut être un peu tordu. Donc c'est vrai qu'on souffre énormément de ces contraintes, mais en tout cas, on arrive à avoir quand même des discussions avec les élus très ouvertes, et on arrive quand même aussi à faire sortir les projets, ce qui est quand même une force. Tu travailles au niveau national aujourd'hui, ou tu es uniquement... Oui, au niveau national, on est principalement dans les régions Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire, Île-de-France, et puis maintenant en Occitanie, puisqu'on développe une grosse activité aussi entre Auch et Toulouse. Et ça fait partie aussi des gros projets que j'ai à élargir un peu la région du Sud. Donc maintenant, mais en grands travaux, on raisonne sur le territoire national. Nous sommes sur le canal Seine-Nord, et nous sommes à Toulouse aujourd'hui sur des gros chantiers. Et demain ailleurs, peut-être, s'il y a des opportunités. Quoi. Alors, tu diriges une belle ETI. On en parlera tout à l'heure avec Olivier Schiller, qui est le monsieur ETI du gouvernement français, mon cher Vincent. Est-ce que les ETI françaises s'entraident? Est-ce que les grands groupes les aident? Est-ce qu'on chasse en meute? Est-ce qu'on fait comme les Anglais ou comme les Allemands? Ou alors c'est chacun pour sa pomme? Alors je dirais les ETI, oui. Les PME, un peu moins, parce que les PME, elles sont vite, on va dire, étouffées par les grands groupes, les grands majors que nous connaissons, nous aussi. Nos gros concurrents majors de BTP
C'est vrai que c'est difficile de vivre au milieu, mais quand on s'appelle ETI et on pèse ce que je peux peser moi, c'est vrai que on essaie de se battre avec eux. Il faut la principale des qualités, c'est qu'il faut être respecté. Et quand on fait du bon travail, on a une bonne réputation, c'est qu'on arrive à se faire respecter. Et je crois que la base de tout, c'est ça, qu'on soit gros, petit, il n'y a pas de différence. Simplement, il faut faire du bon boulot et surtout être aussi en intelligence dans les discussions avec les confrères. Et je crois que c'est... Mais en France, on a un problème quand même de jalousie qui est quand même récurrent dans tous les domaines, hein, que ce soit le BTP ou d'autres domaines, mais tout le monde est jaloux de la réussite de l'autre. Il ne faut pas trop réussir. Il ne faut pas être trop gros, pas être trop... bon, je ne parle pas corporellement, mais parce que ça, des fois, on apprécie, mais néanmoins, il faut rester à une taille à peu près acceptable pour qu'on soit respecté. Mais en tout cas, c'est notre job aussi de tous les jours de se faire entendre. Et la notion d'indépendance, qui est primordiale chez moi, la famille, l'indépendance, c'est essentiel. Alors justement, donc tu es la 4e génération. Le capital, il est verrouillé à mort à la famille. Ou est-ce qu'un jour, on peut l'ouvrir, alors, soit à des fonds, soit aller en bourse, soit même à des collaborateurs? C'est quoi ta vision? Parce que je sais que tu as évolué au fil des années. Hein. Il y a une petite dizaine d'années, c'était non, non, non. Et là, c'est toujours non, non, non. Oui, c'est toujours non, non, non. Bon. Ce que je dis, c'est que l'ouverture vers les salariés, c'est des réflexions que l'on mène. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a d'autres moyens aussi d'intéresser nos collaborateurs qui existent et qui sont sous-exploités aujourd'hui. Et moi-même, chez moi, je ne les avais pas aussi explorés suffisamment. Donc, on a d'autres moyens pour pouvoir satisfaire nos collaborateurs. Et ce qui compte aujourd'hui, et je crois que la Covid a beaucoup aidé sur l'état d'esprit des collaborateurs dans nos entreprises, où on revient vraiment à des valeurs aujourd'hui. Puis des gens qui ont envie de bosser un peu plus. Des gens qui ont envie de bosser, on en cherche toujours, mais néanmoins, on revient à des valeurs. Et je crois que les valeurs travail et d'appartenance à une entreprise familiale, pour eux, ça devient aussi essentiel aujourd'hui. Une référence en tout cas. Mon cher Vincent, donc, tu as plein de centres d'intérêt, voilà, notamment les voitures. Alors tes voitures étaient rallye, ce sont avec des voitures anciennes, avec des voitures super modernes. Quelle est ta vision de ta passion, une de tes passions en tout cas? Alors, une de mes passions, c'est l'automobile. Je suis un passionné d'automobile, moderne et ancienne, puisque je fais de la voiture ancienne avec mon épouse. On fait le tour auto chaque année. L'épouse, c'est Catherine qui est là. Et Catherine qui est là devant moi. Voilà, on fait ensemble, donc ma copilote, le tour auto. Et on a quelques rallyes aussi ponctuels que nous faisons aussi sur notre région. Et puis en moderne aussi, je fais de la Porsche Cup et je fais le championnat de France en Porsche Cup. Voilà. Il te reste combien de points sur ton permis? 9. Ah, 9, c'est bien ça. Alors, autre sujet, tu es également sponsor, parce que la boîte, le groupe est à Dijon, même s'il rayonne au niveau national, du club de foot de Dijon. Alors, comment se porte ce club de foot de Dijon? Alors... Il se porte mal, mais progresse. Et alors après, tu as réalisé le rêve de tout le monde ici. Tu as également un vignoble. Ouais. Donc tu en as hérité et tu as mis plein de sous pour le transformer, si je puis dire. Oui, c'est ça. On a eu la chance de venir le présenter il y a quelques années au sein du Wine Business. Et on en garde un réel souvenir. Et donc notre domaine, il est jurassien, puisque mon grand-père, Roger Martin, était originaire d'Arbois, dans le Jura. Il a construit un domaine en 1953, de 53 à 57. Et puis on a évidemment, moi donc je suis la 4e en BTP, je suis la 3e génération en vignoble, et on a maintenu ça et on a refait avec mon épouse de gros travaux depuis 2 ans maintenant, et pour pouvoir accueillir, lancer aussi des activités de nos touristes, lancer des activités séminaires aussi peut-être. De séminaires aussi, et on a un domaine qui est magnifique, et on a comment il s'appelle ce domaine? Le domaine de la Pinte à Arbois. La Pinte, c'est on a 30 hectares de vignes attenant au domaine, et on produit 90 000 bouteilles par an. Alors la génération suivante, on a 3 enfants, 23, 18 et demi et 14. Donc on va dire, on est encore au stade petit. Mais pour l'instant, c'est pas défini. Il n'y a rien il n'y a pas de volonté. La grande, elle est en finance aujourd'hui. Donc une femme en finance peut diriger un groupe de BTP. Il n'y a absolument pas de problème. Donc voilà. Donc la seule chose importante. Mais est-ce que tu as envie qu'une 5e génération? J'en ai envie, évidemment. On ne peut pas dire le contraire. Et même s'ils sont incompétents? Ah bah non. Ah, mais pour ça, il y a de l'observation. Bon. Et c'est pour ça que je les enverrai aussi faire les conneries chez les autres. Bonjour, bienvenue chez FH. Ce qui est important, c'est... Et moi, j'ai l'expérience pour moi-même où on ne m'a jamais forcé.
On ne m'a jamais forcé, j'y suis allé naturellement. J'ai toujours suivi mon père partout, parce que j'en avais envie, parce que j'étais passionné. C'était un peu ton mentor? Tout à fait, et ça l'est encore. Et je crois qu'il faut être passionné et avoir envie. Et il ne faut pas forcer, ça ne sert à rien, parce qu'après, tout s'écroule. Nous-mêmes, les générations antérieures s'en vont, et après, tout s'écroule. Par quatrième, tu as passé le cap. Oui. Il paraît, mais ça peut revenir après au cinquième, on ne sait pas. Mais néanmoins, il faut avoir l'envie, et moi, je ne pousserai pas. Je leur laisserai libre de faire ce qu'ils ont envie de faire, et je crois qu'il faut faire un métier qui nous plaît pour réussir. Lorsqu'on travaille pour le BTP, on travaille avec les collectivités locales. Et lorsque j'ai repris la société de bois en Haute-Loire, l'usine de bois, c'est une usine qui va alimenter des chaufferies urbaines métropolitaines. Donc je suis toujours en relation avec mon client final. Et ça, le fait d'être travaillé avec ces clients-là, ça permet aussi de compléter la palette de métiers. Et je crois que c'est important, c'est la diversification. On parlait de marché public, marché privé. Mais aujourd'hui, pour réussir et pour progresser, il faut se diversifier. Et on parle d'attractivité aussi de nos entreprises. C'est qu'on est capable de prendre des décisions rapides, vite. C'est ce que je dis chez moi, il y a un circuit court de décision. Et si on arrive justement à se diversifier aussi en activité, ça plaît aux collaborateurs, ça les motive et on est plus attractif. Le retour sur investissement sur les panneaux pour le particulier, aujourd'hui, je vais être très transparent, il n'existe pas. Bon, voilà. Donc, salut, bonne soirée. Il n'existe pas parce qu'on ne peut pas avoir des courbes qui ne font que monter en parallèle. L'équation sera difficile à résoudre et on ne pourra pas avoir une équation favorable pour le particulier. Et surtout, avec la hausse des coûts de l'énergie aujourd'hui, on ne pourra pas. Ça marchera uniquement pour notamment les professionnels qui, eux, réinjectent après cette énergie produite en autoconsommation chez eux, lorsqu'ils ont des outils industriels à côté, où là, ils arriveront à s'auto-produire, à autoconsommer, sans tenir compte, en clair, des cours de l'énergie, de l'électricité aujourd'hui. Donc, si on remet dans le réseau, en tant que professionnel, aujourd'hui, on a une rentabilité sur 7-8 ans. En revanche, un particulier, il ne verra jamais la couleur de ces investissements. Parce qu'en plus, les aides pour poser des panneaux, installer des panneaux, elles ont aussi fortement diminué. Il faut remplir un tas de critères que la majorité des gens n'ont pas accès et ne peuvent pas écrire parce qu'il faut que la maison soit d'une certaine année de construction, il faut qu'ensuite il y ait déjà un historique dans la consommation, ça devient très compliqué. Mais pour le particulier, c'est clair. Aujourd'hui, c'est clair que c'est plus du tout d'actualité. Il faut penser à une autre énergie. En revanche, le panneau photovoltaïque, je parlais des industriels, il est valable sur des surfaces très importantes comme les fermes photovoltaïques dont on parle beaucoup. Ouais. Et là, nous, on est en train de construire 6 hectares de fermes photovoltaïques dans la Haute-Loire. Et on a aussi, on diversifie une activité de photovoltaïque sur plan d'eau. Où là, pareil, c'est une autre technique, mais ça se développe énormément parce qu'on peut en étendre beaucoup sur de grosses surfaces. Bon, en l'occurrence, c'est des anciennes sablières que j'ai plutôt que les remblayer ou les laisser comme ça dans la nature. On travaille avec les élus pour pouvoir mettre des panneaux flottants. Et ça, c'est l'avenir aussi parce qu'on arrive on va alimenter un bassin économique et non pas le particulier qui va s'alimenter ou qui va revendre. Parce que s'il revend, il est mort. Il ne retrouve pas ses petits, et surtout avec l'amortissement de l'installation, parce que les panneaux ont pris quand même 20%, il faut quand même aussi, la fourniture a pris 20%, et en plus, quand il faut amortir un coût qui en a pris 35%, ça devient compliqué, quoi. Bon, d'abord, merci pour ton soutien, ton amitié, mon cher Vincent, on peut l'applaudir chaleureusement, il doit être brillant, il a été, merci Vincent.